Bonjour, hello, bonjour tout le monde. Béni Meillon donc, et j'ai l'honneur d'être l'hôtesse pour ce webinaire dédié à des performances qui sont données dans des piscines municipales et d'accueillir aujourd'hui nos trois invités. Donc Nathalie Pernet, qui dirige la compagnie Pernet, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de sa pièce chorégraphique La mémoire de l'eau. Et puis Anne Sobost et Isabelle Moindreau qui vont nous parler de Singing in the Pool, une pièce qui mêle chant lyrique, de l'opéra et de la natation synchronisée. Alors merci beaucoup d'être là toutes les trois et bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour commencer, je voudrais vous demander de vous présenter vous-même, s'il vous plaît, l'une après les autres, les unes après les autres. Et puis, je voudrais que vous nous parliez, avant de plonger plus avant dans votre travail, de votre lien avec l'eau. Alors, peut-être d'abord, pour commencer, une brève présentation pour nos auditrices. Je commence. Donc, je suis Nathalie Pernet, je suis danseuse et chorégraphe d'un courant qu'on dit danse contemporaine. Euh, je suis particulièrement intéressée par le lien aux éléments, le lien du mouvement et du corps aux éléments, mais aussi à des espaces qu'on dit non dédiés, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas une scène de théâtre. Donc, mon chemin m'a emmené dans divers endroits, plus ou moins, je dirais, chargés de mystère ou chargés de vie, euh, de d'une chapelle à une église à un cimetière en passant par la forêt et effectivement ce fameux lien à l'eau que j'ai démarré particulièrement en piscine pour plein de raisons et des raisons techniques aussi. Voilà. Merci. Peut-être Anne, si tu veux bien prendre la Oui. suite. Donc moi, je suis Anne Sobos, je suis metteuse en scène, je suis directrice artistique de la compagnie Harmonieuse Disposition, qui est un collectif d'artistes, de techniciens, de sportifs aussi, qui s'attache à créer en fait des spectacles et des projets hors les murs, dans le but de démocratiser voilà, la culture. Et particulièrement depuis plusieurs années, investir donc des structures sportives et plus précisément les piscines. Voilà. Et moi, je suis Isabelle Moindreau. Je suis universitaire. J'enseigne à l'Université Paris 8 les études théâtrales et mon domaine particulier, c'est le théâtre lyrique, le spectacle lyrique. Et depuis une dizaine d'années maintenant, je travaille sur l'écologie dans le spectacle lyrique. J'ai eu la chance d'avoir une délégation à l'Institut universitaire de France où j'ai pu mener ce projet sur l'opéra et les défis de l'écologie. Merci beaucoup à toutes les trois. Donc avant de plonger plus profondément dans chacune de vos créations, j'aimerais bien vous demander de parler de votre relation à l'eau et peut-être de votre relation à ces lieux qui sont des lieux très particuliers, que sont les piscines municipales. Peut-être on va garder le même ordre si ça vous convient pour faciliter la prise de parole. Parfait. Alors, moi, j'ai un lien à l'eau qui est très, comment dire, très chaotique et pas très fluide. C'est-à-dire que je ne sais pas nager, j'ai peur de l'eau. Et j'ai un lien à la piscine municipale en tant que Française qui est très violent. C'est-à-dire que les méthodes d'enseignement ou d'apprentissage de la natation à mon époque consistaient essentiellement à nous jeter dans l'eau et à nous tendre une perche, qui était une vraie perche, hein, au figuré, au propre plutôt, d'ailleurs, et d'essayer de rejoindre la rive comme on pouvait. Donc, c'est extrêmement traumatisant. Et je pense que j'ai vécu avec ce traumatisme très longtemps, tout en ayant par ailleurs une certaine fascination pour cet élément, mais qui était une fascination trouble. J'ai même choisi de vivre au bord de la mer
de la Manche, des grandes falaises de la Normandie, hein. Donc c'est un endroit assez sauvage où la mer est souvent déchaînée. Et qui plus est, et qui plus est, c'est une mer qu'on peut considérer comme hostile par certains moments. Et la nuit particulièrement, je la trouve à la fois fascinante, mais très sombre. On appelle ça l'eau noire. Donc elle a une force d'attraction et en même temps de perdition qui est étonnant. Donc je dirais que je suis entrée en relation, je dirais, plus profonde et plus amoureuse avec l'eau à partir du moment où j'en ai décelé tout le potentiel poétique et spectaculaire. Voilà. Mais c'est une relation complexe. Alors pour moi, les piscines, c'est un lien beaucoup plus quotidien en tant qu'urbaine pure, parisienne. Je suis fascinée par, enfin voilà, l'eau, la mer bien sûr, mais moi c'est vraiment les piscines, ça m'intéresse de les explorer vraiment. Je trouve que c'est à la fois des espaces architecturaux souvent très beaux. Les couleurs, même l'odeur du chlore, moi j'aime, hein, voilà, je me sens vraiment bien. Je trouve que ce sont aussi des espaces qui sont à la fois collectifs et à la fois très intimes, de retrouvailles avec comme ça les éléments, le bien-être, le sport, et puis aussi où tout le monde est à la même enseigne. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup par rapport à mon parcours de comédienne. Moi, j'ai un parcours classique, conservatoire national. J'ai joué dans des théâtres comme ça avec des publics dont j'avais la sensation quelquefois que c'était un peu toujours les mêmes, enfin que ça se répétait. Et donc, je trouve que dans la piscine, il y a quelque chose à la fois d'une scène et à la fois d'une mise à nu et d'un rapport au corps par le sport qui m'intéresse beaucoup. Et on va le voir avec le chant aussi. Donc des espaces aussi démocratiques, voilà. Et où justement, là, alors, en l'occurrence, les frontières se brouillent, en fait. Les frontières se brouillent. Et là, en l'occurrence, pour mieux faire apparaître, voilà, ce rapport au spectateur. Mais oui, bien des choses m'intéressent. Mais c'est vraiment l'objet piscine, moi, que j'aime explorer. J'ai appris à nager en Angleterre, qui est mon pays de naissance. Et c'est mes parents sont rentrés en France lorsque j'avais 4 ans. Et nous allions en Angleterre l'été. Et c'est là que j'ai appris à nager à la piscine de Cambridge. Et à chaque fois que je retourne dans une piscine, d'une certaine manière, je revis quelque chose comme le retour dans la patrie perdue. Et ça me bouleverse toujours. J'aime énormément, moi aussi, y compris l'odeur du chlore, parce qu'à cette époque, les piscines étaient très chlorées. Et l'apprentissage de la natation n'a pas du tout été éprouvant, comme pour Nathalie. C'était au contraire, même si les piscines anglaises étaient très froides à cette époque, c'était quelque chose de l'ordre du bien-être, du réconfort. Bon, comme pour beaucoup de gens, je pense, hein, la piscine évoque plein de choses très ambivalentes. Mais en fait, je ne dirais qu'une partie des choses si je m'arrêtais à la dimension piscine, parce que ce qui m'a mené dans ce projet de travailler avec l'eau, c'est plutôt mon tropisme vers les fleuves. Il se trouve que j'ai enseigné pendant près de 20 ans à l'université de Tours et j'aimais énormément la Loire et j'allais la voir chaque jour que je pouvais. Et un jour, j'ai compris que j'étais, par mon père, originaire d'une petite région à l'endroit où la Loire tourne, vous voyez, que le village où nous habitions, c'était celui-là et le sentiment d'être de la même famille que le fleuve m'a habité à partir de ce moment-là. Donc, mon travail avec l'eau est vraiment consubstantiel à mon identité, si j'ose dire. Mais bon, c'est très intime et c'est parce que vous posez la question, autrement, je ne le raconte pas.
Merci beaucoup pour ces partages. Et alors, j'aimerais bien que vous expliquiez comment l'idée vous est venue de créer des spectacles qui seraient représentés dans des piscines publiques. Et aussi, je me demandais si peut-être vous aviez vous-même assisté à des représentations avant cela, données dans des piscines publiques qui avaient pu vous inspirer, ou si l'idée vous est venue individuellement et autrement. Alors, moi, mon premier souhait a été de travailler sur le thème de l'eau. C'était vraiment l'eau qui m'intéressait et toutes les relations et tous les états de l'eau que l'on pouvait je dirais, évoquer dans sa relation aussi avec l'humain. Et j'ai choisi la piscine parce qu'elle me semblait être l'endroit où je pouvais la maîtriser le mieux, ce qui est vrai. Puisque j'ai tenté ce spectacle aussi en bord de lac. C'est assez maîtrisable. Au bord de rivière, c'est pas possible. Bord de mer ou d'océan, c'est très complexe. Et ça me permettait aussi, alors, de transformer la vision que les personnes et les usagers de la piscine en avaient, en essayant de créer un monde absolument fantastique dans lequel ils ne retrouvaient pas leur quotidien de nageurs. Voilà, en journée avec le carrelage, les lumières assez fortes, l'odeur de chlore à la limite, pourquoi? Enfin, même le clapotis de l'eau, ce qu'on appelle le ronronnement, enfin, ce qui est la filtration. Donc, j'ai essayé, je dirais que mon objectif était de transformer cette piscine en un lieu qui serait comme euh, un lac sombre en pleine nuit. Et comment on pouvait justement dépasser le cadre de la piscine et pour englober, je dirais, toutes les eaux, en tout cas toutes les eaux qui m'intéressaient. Donc ça a été ce choix. Et voilà, je ne sais pas si je faut que j'en dise davantage tout de suite, mais la piscine et je dirais l'acte sportif n'a pas été mon moteur, mais plutôt la relation de l'homme à l'eau et tous ses états. Mhm. Oui, ben, c'est génial parce que on est à la fois très proches, je pense, et puis nous, on a justement complètement une autre vision du rapport au spectacle en piscine, c'est passionnant. Euh, bah, moi, c'est mon troisième spectacle que je mets en scène au bord ou dans l'eau, enfin en tout cas en piscine. Je dirais que moi, j'ai été un peu catapultée en piscine. Ça a commencé par une commande de la mairie du 18e arrondissement à Paris pour l'inauguration d'une piscine, parce que notre compagnie travaillait dans le 18e Orly-les-Murs. Et en fait, c'est sur le tas que je me suis aperçue, c'est entre les murs que je me suis aperçue que voilà, que c'était génial. Ce travail, c'était un travail avec les habitants, où j'ai pu ben, mettre en scène autrement ce lieu du quotidien, tout en gardant vraiment l'essence même de tout ce qui a trait enfin, à tout le processus d'entrée, de se changer, tout ça. Euh, et en fait, du coup, moi j'ai pas eu du tout de modèle dans ce domaine, mais justement, c'est ça qui m'intéresse. Euh, c'est euh, d'opérer quelque chose de nouveau, en fait, voilà, de défricher, de défricher. Depuis, en fouillant, voilà, on s'est intéressé plus avec Isabelle, on a vu des choses et tout, mais il y a peu de références et c'est ça qui est génial aussi. C'est qu'on apprend énormément et on travaille tout le temps, même en exploitant les spectacles, on vous racontera, mais voilà. Donc, euh, il y a évidemment la notion de démocratisation toujours, et puis alors là, de l'opéra encore plus dans un lieu comme ça. Et surtout, voilà, la notion de nouveau, de pionnier un peu, de comment on va faire, qui m'intéresse beaucoup. Et évidemment, le rapport à l'eau qui est là, mais c'est vrai que c'est sur le terrain que je me suis intéressée petit à petit voilà, à ces espaces.
Alors pour moi, c'est encore plus étrange d'une certaine manière parce que Euh, je peux dire que c'est vraiment le fruit d'une rencontre et presque d'un hasard. Comme je vous l'ai dit, je suis universitaire, donc j'emmène mes étudiants depuis 25 ans voir des spectacles et j'ai donc noué des relations avec les responsables des publics étudiants dans les théâtres lyriques. Et au théâtre des Champs-Élysées, un jour que je préparais le programme de l'année suivante, je dis à Christelle Bouby-Folché, qui était à l'époque la responsable des jeunes dans ce théâtre-là, je dis c'est quand même dommage, le théâtre des Champs-Élysées se trouve juste à proximité de la Seine. Pourquoi ne faites-vous rien sur la Seine? Il y a certainement quelque chose à faire. C'était le moment où je travaillais beaucoup sur les fleuves, la représentation des fleuves dans l'opéra, la manière dont ils ont été utilisés. Alors, cette conversation, elle a eu lieu bien avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, hein, qui m'a évidemment ravie par certains côtés pour son utilisation de l'espace de la scène. Et elle m'a dit, mais tu ne connais pas Anne Sobost? Non, je ne connaissais pas Anne Sobost. Et c'était, voilà, il y a quelques années déjà. Elle m'a dit, bah écoute, voilà, il faut que tu la rencontres. Elle travaille elle monte des spectacles en piscine. Propose-lui quelque chose. Et pendant le confinement, nous nous sommes retrouvés en ligne comme ça par Zoom. On n'était que trois à faire connaissance et du fil en aiguille, on a décidé de monter quelque chose. Et ce que je voulais, c'était mettre des chanteurs lyriques en immersion dans l'eau, vraiment au sens fort, en immersion, les mettre à chanter dans l'eau pour expérimenter ce que serait un rapport vocal dans cet élément. Et bon, avec Anne, nous avons gardé le rêve de chanter, de jouer peut-être ce spectacle-là ou un autre en eau vive, puisque c'était de là que tout était parti. Mais la piscine a été pour moi un laboratoire, puisque je ne suis pas metteuse en scène, c'était vraiment expérimenter comme dans un petit bassin, enfin en petit, ce qu'on pouvait faire en plus grand, les transformations des conditions de travail, des conditions de jeu, de la sensorialité, de la respiration à l'intérieur de cet élément. Voilà, c'est ça qui m'intéressait d'un point de vue plus de recherche que de création proprement dite. Mais j'ai absolument adoré ce travail parce que ben, nous étions tous complètement inexpérimentés. Moi, parce que je n'avais pas cette pratique-là. Anne, parce qu'elle n'avait pas l'habitude des chanteurs. Et donc, c'est pourquoi c'est moi qui ai élaboré la scénographie, pardon, le scénario, la distribution des airs et l'ordre dans lequel les séquences étaient développées pour répondre à des conditions matérielles et pas seulement en fonction d'un scénario dramatique. Voilà. Merci beaucoup à toutes les trois. On voit que voilà, votre processus créatif vient vraiment de rapports que vous avez noués avec des lieux vivants et avec des lieux plus ou moins artificialisés. J'aimerais bien que vous nous disiez s'il y a dans votre démarche une dimension écologique. Est-ce que le fait de créer ces spectacles avec l'eau comme partenaire ou comme milieu dans lesquels immerger votre danse, est-ce que peut-être ça dit quelque chose de l'eau comme ressource? Et est-ce qu'il y a à cet endroit-là peut-être des soubassements conceptuels que vous avez pensés, réfléchis et que vous souhaiteriez partager? Euh, alors, moi, je crois que l'envie que j'avais, et pour moi-même et pour d'autres personnes peut-être, c'était de se réconcilier avec l'eau, peut-être en saisir toute la complexité et le lien ancestral, millénaire et complexe qu'on a avec elle.
Parce que c'est une chose, en tout cas en Europe, qu'on boit facilement. On ouvre un robinet, évidemment, l'eau coule. Ce n'est pas une évidence partout. Et que enfin, cet élément qui nous accompagne si facilement ici, eh bien, en avoir une conscience un peu plus aiguë et puis en prendre soin pouvait être aussi une des clés du spectacle. Mais pour ça, évidemment, aucun sous-titre, je dirais, aucun discours appuyé, mais plutôt justement en montrant toute cette diversité de rapports du corps humain avec cet élément, on pouvait peut-être encore une fois en sublimer toutes les richesses, enfin, et puis euh, avoir cette petite voix intérieure qui nous dise, ah oui, effectivement, 80% au moins de notre corps est fait d'eau. Nous, notre gestation, enfin nos 9 premiers mois sont dans l'eau. Voilà, de notre dissolution à la fin de notre vie, il y a quelque chose aussi qui retourne. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui nous accompagne, mais dont on a possiblement plus conscience. Et c'était cette chose-là que je voulais révéler. D'autant et également, alors c'est pas forcément un sous-titre écologique, mais c'est au moins prendre conscience que finalement l'eau est à la fois il y a une eau noire, il y a une eau sensuelle et il y a une eau festive. Et que finalement, tous voilà, ces trois endroits nous accompagnent toute notre vie. Je vais laisser Isabelle parler de la dimension écologique parce que j'aime l'entendre parler de... Oh, bah, c'est bien gentil, mais bon, au départ, oui, c'était vraiment ça. La raison de ce travail avec l'eau, c'était entièrement dédié à la question écologique. Je voulais euh, travailler avec les éléments, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi d'un point de vue dramatique, un peu naïvement, mettre en scène la montée des eaux, mettre en scène la fonte des glaciers, mettre en scène des figures qui vivent, euh, qui vivent les changements de leurs conditions d'existence, du fait des dérèglements de la Terre, plongés à l'intérieur de la zone critique dans laquelle que nous habitons. Voilà, c'était toutes ces dimensions-là. Et c'est pourquoi nous avons choisi les éléments du scénario en fonction de cette dramaturgie, en partant de situations de déni de la situation dans laquelle nous sommes, pour aller vers une situation de catastrophe avec une tempête. Je voulais qu'on mette en scène une tempête, mais dans l'eau, avec des chanteurs chantant dans l'eau la tempête, donc faisant plus que la représenter, et se terminant par un retour sur la Terre. Voilà, donc il y avait cette dimension-là, mais progressivement, les complexités du sujet écologique me sont apparues. Donc, il me faudrait des heures pour en parler là, donc je ne vais pas monopoliser la parole, mais je me suis rendu compte que le son dans l'eau porte. Le son, c'est ce qui unit. Le son, c'est ce qui va permettre de toucher à de très, très grandes distances. Et donc, la légitimité de notre geste artistique s'appuyait entièrement sur cette volonté de parler d'écologie dans l'eau. Voilà. Peut-être je reviendrai sur ces différents points plus tard. Merci beaucoup à toutes les trois. Alors, on va peut-être écouter, regarder quelques extraits d'abord de la pièce La mémoire de l'eau. Après quoi, j'adresserai quelques questions spécifiquement à Nathalie. Et puis, on poursuivra ensuite voilà, par quelques extraits de la pièce Singing in the Pool et quelques questions.
Merci beaucoup. Donc, ça donne une très très bonne idée hein, de cette pièce. Nathalie, est-ce que je pourrais te demander de la présenter brièvement et puis de commenter aussi la valeur de ce titre, La mémoire de l'eau, s'il te plaît? Oui, alors c'est vrai que la mémoire de l'eau, c'est un titre auquel j'ai pensé avant même de savoir que c'était une hypothèse alors scientifique ou pseudo-scientifique qui a été effectivement contredite. Euh, Par mémoire de l'eau, moi j'ai surtout beaucoup entendu cette idée que l'eau, c'est un cycle et que finalement, c'est un cycle perpétuel entre la vapeur enfin la vapeur d'eau qui s'échappe, qui se forme en nuage, qui ensuite se transforme en pluie, enfin exact, enfin voilà, et que évidemment les glaciers font partie aussi de cette chaîne et qu'il y a une espèce de mouvement permanent qui va d'un état à un autre et d'une transformation à une autre. Et ça me racontait aussi ce cycle qui est aussi le cycle de notre vie à nous. Et je, voilà, je ne, je n'adhère pas évidemment à cette histoire de mémoire de l'eau. Enfin, en tout cas, je la connais pas d'ailleurs suffisamment pour pouvoir la commenter. Mais en tout cas, il m'a semblé que quelque chose était ancestral, était cyclique et était vital. Voilà. D'où l'idée de parler de mémoire de l'eau comme pouvant réunir tous les sujets qui m'intéressaient. Voilà pour ça. Et après, moi, je pense que vous l'aurez vu, cette idée de transformer la piscine est réellement présente, puisque dans mon processus, j'ai commencé par la technique avant de réellement engager les danseuses en me demandant, voilà, si je n'arrive pas à faire éteindre toutes les lumières d'une piscine, si je n'arrive pas à arrêter le mouvement de l'eau, si je n'arrive pas à, à avoir l'autorisation d'y mettre des projecteurs, on sait que l'électricité et l'eau font mauvais ménage. Si je, si je n'arrive pas à, à transformer la lumière, à, à laisser les danseuses dans des costumes de scène et non des maillots de bain. Enfin, en fait, j'avais énormément d'hypothèses, moi, à vérifier avec une piscine. En l'occurrence, ce fut celle de Besançon, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans pour réussir à faire sauter toutes les interdictions. Enfin, en tout cas, ou toutes les peurs aussi, hein. C'est-à-dire aussi le colorant rouge que vous voyez, qui finalement m'a été conseillé par la piscine elle-même, puisque les soirées Halloween existent à la piscine et que l'eau est régulièrement colorée de diverses manières. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour évoquer, je dirais, d'autres traumatismes qui sont aussi ceux d'une mère un peu vengeresse. Je suis d'une génération qui a vu les Dents de la Mer trop tôt et qui en a gardé un souvenir cuisant qui m'empêche d'aller dans la mer quand je n'ai pas pied, voilà, par exemple, ou sans en voir le fond. Euh, donc voilà, toutes ces images-là ont largement contribué à la création de ce spectacle qui passe vraiment je dirais, de l'évocation de l'eau euh, comme une vague. Les corps des danseuses, vraiment, au tout début du spectacle, euh, sont en concurrence avec le mouvement de l'eau, le sac et le ressac, et cherchent dans le mouvement une fluidité c'est presque plus fluide que l'eau, quoi, dire ça. Mais il y a aussi d'autres endroits où on est dans cette idée que l'eau est festive et qu'elle est à la fois ludique. Enfin, les enfants le savent très bien. Ils ne peuvent pas avoir une flaque d'eau sans sauter à pieds joints dedans. Donc, on a tenté aussi même tout en étant adulte, à retrouver ce petit goût là du jeu entre nous, euh, mais aussi un, un rapport à l'eau qui est aussi dans la douceur, sachant qu'elle est souvent associée à la femme, que ce soit par la maternité, par l'érotisme. Alors, voilà, c'est une figure assez féminine. Enfin, et, et qu'elle a une infinie douceur. Enfin, le mouvement et l'eau, il y a une caresse sublime, ne serait-ce que caresser je dirais, sa surface ou caresser sa profondeur. Donc, il y a quelque chose de très, très sensuel et érotique, voilà, qui nous a aussi guidés. Et puis, évidemment aussi,
ce que j'appelle l'eau noire, mais qui est celle de la tempête, effectivement, qui est celle de la noyade. Euh, et même si cette noyade est romantique, puisqu'on connaît certaines figures comme Louis II de Bavière qui se serait noyé dans un lac en avançant voilà, jusqu'à disparaître, ou bien Ophélie voilà, qui flotte avec toutes ses fleurs et qui se noie à l'horizontale, comme ça. Et pour tout vous dire, ma grand-tante s'est noyée dans un lac aussi en avançant comme ça. Donc pour moi, c'est une figure extrêmement marquante. La noyade, retourner à l'eau pour mourir, est une figure extrêmement marquante. Et le spectacle se termine sur ça, sur cette idée de, de finir dans l'eau et de ressortir en flottant et de laisser, voilà, laisser faire, quoi. Laisser le corps agir comme ça. Et j'ai aussi, comme ça vous aurez un peu toutes les clés peut-être de ce que vous avez vu, euh, il y a ces fameuses chutes dans l'eau qui racontent beaucoup la tempête, mais qui racontent aussi ce plaisir qu'on a à chuter dans l'eau, ce qui est une chose qu'on ne peut pas faire dans l'air sans avoir beaucoup de mal à la réception. Et il y a aussi une évocation des abysses qui est quand même l'endroit. On peut dire que le fond des mers est peut-être cet endroit qui est encore source de découverte et d'inconnu et qui recèle un certain nombre de bêtes tout à fait exceptionnelles, translucides, bizarroïdes. Donc c'est aussi le fruit de cette image qu'on voit à la fin avec un, un voile d'hivernage qui fait 50 mètres de long et qui se déploie au-dessus de l'eau, mais qui donne aussi son reflet. Donc il y a quelque chose d'un peu kaléidoscopique et en même temps d'un peu une ivresse des profondeurs. On va dire ça. Voilà. Donc si je peux voilà, conclure là-dessus, en tout cas pour évoquer l'extrait que vous avez vu. Mhm. Oui, merci beaucoup Nathalie. Alors tu en Mhm. as dit quelques mots, mais je voudrais savoir comment tu as commencé à travailler avec tes danseuses pour cette pièce. Est-ce que tu as nourri le travail par un travail, donc tu as évoqué quelques inspirations, en tout cas Mhm. des artistes dont le rapport à l'eau est important pour toi. Est-ce que tu as nourri le travail d'inspiration par un travail de lecture? Est-ce que vous avez compulsé, regardé ensemble des œuvres d'artistes dont l'œuvre vraiment tourne autour de l'eau ou a un lien fort avec l'eau? Et comment est-ce que ces sources d'inspiration ont peut-être ruisselé dans ce que tu as pu faire à tes danseuses? Alors effectivement, j'ai partagé avec elle un ensemble de nourriture que j'ai eu en premier, hein, évidemment. Donc, par exemple, elles ont créé en mouvement et en son des êtres fantastiques qui ont été hérités, enfin qui sont un héritage en fait de bouquins sur les êtres fantastiques qui sont réels ou imaginaires qu'on peut trouver dans l'eau ou qui sont liés à l'eau. Donc on a créé des chimères comme ça à partir des êtres qui les qui leur plaisaient le plus, on va dire ça comme ça. J'ai un livre de chevet qui est L'eau et les rêves de Bachelard. Enfin, ce Bachelard est un de mes auteurs préférés dans lequel je me plonge régulièrement et qui là a vraiment irrigué pour le coup toute la création, voilà parce que c'est une vision magnifique. Enfin, il y a plein d'extraits d'ailleurs de ce livre qui jalonne mon dossier artistique parce que ça voilà ça le soutient. Il y a une artiste que j'aime beaucoup alors qui s'appelle Léonore Fini qui est une artiste française qu'on pourrait qualifier de surréaliste, qui a été une amie de Genet. Donc son travail est un travail pictural très étrange, très sombre, très glauque, enfin qu'on peut juger très glauque, mais qui pareil, enfin que je connais depuis l'enfance, puisque mes parents étaient plasticiens et dont, enfin, qui font partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai le crâne rasé. C'est étonnant, parce elle a peint beaucoup de figures de femmes qui étaient vraiment rasées, qui tenaient des œufs dans des lacs noirs, où flottaient des crânes. Enfin, c'est quelque chose de très, très bizarroïde, et voilà, qui m'a toujours fascinée. Donc, je ne vais pas chercher plus loin, mais l'eau noire et le côté aussi un peu sombre qu'on peut associer
aux sirènes, enfin, je veux dire, à cette espèce d'appel un peu féminin, mais terrible, hein. Enfin, il fait partie de là. Et après, je dois aussi avouer que les romantiques, et puis aussi les encres de Victor Hugo, euh, m'ont beaucoup nourri, mais aussi d'autres films documentaires comme Planète Océan. Je me rappelle très bien d'une vision terrifiante. C'est le pire qui pourrait m'arriver, c'est de m'embarquer la nuit dans un bateau de pêche partant par mauvais temps. Enfin, c'est-à-dire qu'avec des creux et des vagues monstrueux. Enfin, voilà. Mais aussi d'autres films comme Titanic. J'ai adoré la fin, quand le monde est gelé et flotte partout. Enfin, c'est des images très fortes qui comme ça, sont restées gravées dans la mémoire et qui m'ont nourri. Euh, ou bien même le film Abyss. Voilà, pourquoi pas. Enfin, ça, voilà, depuis l'âge de 18 ans, je vois des films qui m'ont, qui m'ont nourri dans ce chemin. Donc, elles participent à tout ça. Elles ont participé, enfin, elles ont pu regarder pendant un an de création et picorer toutes ces sources, puisque j'amène à chaque fois en répétition toutes mes sources que je mets sur une table de lecture et tout le monde picore. Donc ça, et je pense que ça infuse tout le monde au bout d'un moment. Voilà. La première source quand même d'inspiration, même si j'ai mon petite aversion pour l'eau, ça a quand même été moi de chercher des choses en piscine, de prendre mon courage à deux mains et de trouver des premiers chemins de recherche que je pouvais faire partager avec les danseuses. Euh, voilà. Et ça a été aussi euh, une belle expérience pour moi. Oui, merci beaucoup. Mhm. Euh, Ma dernière question pour cette partie-là, Nathalie, en fait, tu y as Mhm. déjà un petit peu répondu. Je voulais t'amener à parler justement de ces enchevêtrements d'ambiance, de tonalités assez différentes dans cette pièce. Et c'est vraiment marrant ce que tu as dit, parce qu'en fait, moi, j'avais perçu quelque chose de très gothique dans cette pièce. Et tu vois, au départ, ma lecture de cette pièce, j'y ai vu, tu as parlé d'un traumatisme lié à comment tu as appris à nager à l'école, Mhm. on a eu les mêmes méthodes hein, à l'école, je suis de la même génération, sans aucun doute. Et en fait, j'ai vu des jeunes filles dans un pensionnat. Alors moi, mon imagination est très irriguée aussi par la littérature anglophone. Et Mhm. là, j'y ai vu, je pense que c'est lié au costume, à ce qu'elles portent. J'y ai Mhm. vu comme des jeunes filles dans un pensionnat, en fait, et qui allaient trouver le jeu, la connivence et une sorte de libération. Et puis, bien sûr, tu l'as évoqué, il y a ces moments. Alors, donc, tout à l'heure, c'est marrant, tu as dit l'eau noire sensuelle et Mhm. puis festive, parce que je trouve que justement, tu as très bien transmis des moments qui sont très doux, où il y a quelque chose effectivement de sensuel, et des moments où il y a quelque chose d'euphorique. Oui. Et je ne sais pas après comment tu as travaillé justement avec tes danseuses, et au niveau de la composition, ça se termine sur quelque chose que tu dirais plutôt doux, plutôt noir. Enfin, comment tu as enchevêtré ces différentes tonalités? Oui, alors, c'est vrai que le challenge, c'était de passer du bord de l'eau à l'eau. En fait, il y avait déjà une première manière de composer l'ensemble qui a été de dire on ne va pas à l'eau tout de suite. Donc, on va commencer par développer quelque chose qui est au bord de l'eau et qui s'en rapproche. C'est un petit peu comme une vague qui nous arrive, hein, voilà, elle ne nous touche pas, elle nous lèche et après elle nous engloutit éventuellement. Mais il y a quelque chose comme ça qui était en périphérie et qui du coup mirait dans l'eau aussi comme le mythe de Narcisse. C'est-à-dire l'eau est aussi un miroir. Enfin, il y a un effet miroir et l'effet miroir, il est là depuis le début et il permettait de complexifier aussi, de multiplier les danseuses. Elles ne sont plus quatre, elles sont huit, plus éventuellement 16 quand il y a des reflets dans les vitres, etc., etc. Donc il y avait cette idée d'aller doucement au contact de l'eau. Donc au départ, loin, en reflet, en pichenette, ce qu'on appelle les pichenettes en français, c'est juste des petits effleurements qu'on peut avoir sur la surface de l'eau qui la troublent et qui du coup nous mouillent un tout petit peu, mouillent la voisine. Et puis finalement, on entre dans l'eau
Alors, c'est la séquence avec les cailloux. Enfin, il y a des cailloux qui sont lâchés dans l'eau et c'est une entrée qui se fait. On est déjà un peu mouillé, mais elle se fait justement tout en douceur et en sensualité pour aller vers quelque chose de très, alors que je dis féminin, mais c'est complètement réducteur, mais très sensuel en tout cas, surtout, voire érotique, et qui se durcit de plus en plus vers ce qu'on appelle nous. Alors, on nomme tout hein, en danse parce que ça nous permet de savoir de quoi on parle. On a la partie sensuelle, on a la partie poséidone, c'est quand je dirais, l'humeur se durcit, mais aussi dans la danse et dans leur présence, où elles sont voilà, plus véhémentes, plus guerrières. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle la partie ludique numéro 2. C'est vraiment un jeu de, de, enfin avec l'eau et tout ce qu'on a pu réussir à trouver avec, qui inonde le spectateur aussi. Parce que là, dans le petit extrait qu'on a vu, c'est un travail de répétition. Elles ont encore des pince-nez qu'elles ont enlevés ensuite, hein. Et en fait, il n'y a pas de spectateur, mais le spectateur, il se déplace avec nous dans la piscine et il se replace. Et du coup, il en prend pour son argent. C'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment des moments où on le rate pas. Donc, et puis, il profite de voilà, de cette eau. Et euh, plus on avance dans la pièce, plus on avance dans l'eau et dans la profondeur. Et on passe vraiment, après la noyade, on passe ce qu'on appelle la noyade, c'est vraiment les chutes répétées, les chutes répétées, les chutes répétées. C'est vraiment toute une chorégraphie autour de la chute et du fait de remonter sur le bord, puis de rentrer dans une énorme profondeur grâce à ce voile d'hivernage qu'on déplie et dont on crée quelque chose d'assez, enfin, de ce que les gens disent, assez fascinant, assez entêtant pour finir par ce que j'appelle être la noyade, mais c'est une noyade douce. Enfin, je pense que, enfin, j'ose espérer que c'est ce qu'a vécu ma grand-tante, c'est-à-dire c'est quelque chose de souhaité, c'est quelque chose, c'est une avancée progressive, c'est un retour, je ne sais pas, une matrice, je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire, mais en tout cas, elle a choisi ça. Et c'est comme un point d'aboutissement qui est en même temps sombre et doux à la fois. Enfin, ça mélange un peu tout, je dirais, tout ce qu'on a vécu avant, doux, sensuel et terrible. Mm. Merci beaucoup, Nathalie. Je pense que c'est peut-être le bon moment, Ayla, si tu peux diffuser les extraits prévus par Anne et Isabelle de Singing in the Pool. Merci beaucoup, Ayla. Euh, Isabelle, Anne, ça peut paraître très curieux. Moi, j'ai été extrêmement étonnée par cette alliance entre l'opéra, le chant lyrique d'un côté et la natation synchronisée de l'autre. Et ma première question, c'est celle-ci, c'est donc qu'est-ce qui vous a amené à imaginer rassembler de l'opéra dans une piscine municipale avec de la natation synchronisée? Euh, je sais pas, tu veux parler, Isabelle?
Je- moi, En fait, on peut le dire en plus, il y a eu plusieurs ouais. étapes et on a chacune contribué à certaines de ces étapes. Donc, peut-être je peux commencer par la première. Disons que au départ, la natation était là pour incarner le non-humain. Dans le scénario que nous avions construit, nous voulions qu'il y ait une rencontre entre un groupe humain euh, et des créatures plus mystérieuses. Et c'est pourquoi la danse était présente. Mais au départ, dans la première version du spectacle, il n'y avait qu'une seule danseuse. Donc on ne peut pas vraiment parler de natation synchronisée. Ça, c'est venu après. En revanche, nous avions un apnéiste. Et ça a été extrêmement enrichissant pour nous parce que au départ, nous avons tout simplement fait un appel dans nos réseaux. Est-ce que vous avez des amis qui souhaiteraient participer à cette expérience? On ne savait pas que ça deviendrait un spectacle en réalité. Au départ, il s'agissait surtout de faire enfin, de se lancer, puis on verrait un petit peu comment ça allait tourner. On n'était pas certain non plus qu'on y parviendrait au sens où qu'on trouverait des chanteurs capables de cet exercice. Et par l'opéra comique avec lequel je travaillais, on a eu un retour d'un d'un nageur qui a contribué à la diffusion de l'apnée, de la nage en apnée comme discipline sportive, qui est aussi un amateur d'opéra et qui nous a dit oui, oui, moi ça m'intéresse. Donc Johan Gauthier est venu et ça nous a permis de travailler la question du souffle. Alors évidemment, le chant, ça n'existe pas sans souffle, mais le souffle, c'est aussi ce qui nous unit euh, à travers la respiration à d'autres créatures, d'autres créatures qui respirent le même air, qui vont transformer l'air, et donc qui vont, par les processus chimiques à l'œuvre, contribuer à la vitalité de la planète. Donc, avoir quelqu'un susceptible d'avoir cette très, très longueur de souffle, ça a été pour nous très, très inspirant. Au départ, il faisait des longueurs et des longueurs et des longueurs sans respirer. Il a permis aussi de faire des portées, d'avoir la danseuse qui sortait de l'eau. Il y a eu des jetées. Enfin, donc tout ça, ça a été euh, un moment aussi euh, très, très émouvant pour les chanteurs lorsqu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas les seuls à travailler la question de la respiration. Et ils se sont lancés plus volontiers dans la grande traversée de la piscine. Enfin, nous, ça nous a paru une très grande traversée de la piscine, parce que exactement comme ce qu'a raconté Nathalie, euh, nous avons commencé d'abord au bord du bassin, puis ensuite là où ils avaient pied, et progressivement, on les a mis dans des situations où ils n'avaient plus pied du tout, où la natation euh, chanter devenait un exercice très, très périlleux. Et c'est progressivement, donc Anne, là, je vais te passer le flambeau, que nous avons eu envie d'avoir une natation synchronisée. Mais je voudrais dire aussi que traditionnellement, l'opéra et la danse sont associés dans un certain nombre de formes anciennes, que ce soit dans le baroque, bien évidemment, hein, où la danse est structurante, ou dans l'opéra romantique, et nous avons conservé des extraits lyriques de ces périodes de l'histoire. Et donc, la musique venait là euh, naturellement, aspirant en quelque sorte à un développement chorégraphique dans l'eau. Oui, et puis il y avait l'idée dès le départ, en fait, qui s'est développée encore plus après, de casser complètement les codes, c'est-à-dire d'aller vraiment, d'aller à, à la truelle contre les codes, voilà, les images comme ça qu'ont le grand public.
Et donc, évidemment, les images de l'opéra avec les codes, aller au, aller au spectacle, c'est cher, l'opéra, c'est cher, il faut y aller habillé. Donc, voilà, nous, on délivre des spectacles qui sont gratuits, voilà, et où les gens, c'est ce que moi, je voulais dès le départ, et Isabelle aussi d'ailleurs, tout le monde, que tout le monde soit en maillot de bain. Pour le spectacle. Alors, on a un peu adapté après on s'est un peu assoupli là-dessus pour permettre aussi à plus de familles de venir à des publics quand on joue dans des zones qui sont politiques de la ville, à côté de la cité. Ben voilà, c'est important que aussi il n'y ait pas de frein et que les familles puissent venir aussi habillées, voir le spectacle. Mais l'idée, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'était aussi de passer vers être en maillot. Voilà. Et donc, dans l'idée de casser les codes, il y a eu très vite pour moi l'envie de travailler avec la natation artistique parce que bah, c'est aussi une discipline comme ça qui paraît comme ça, même si elle a le nom d'artistique, qui est beaucoup sur l'idée de la performance et de codes même esthétiques qui sont très dessinés et comme ça qui peuvent paraître très limités avec des postures comme ça que moi j'avais envie de de casser et de faire apparaître les nageuses dans un aspect plus percutant, plus brut. Et ça, c'est venu aussi avec le scénario où on leur a fait incarner deux types de figures. La figure des sportifs, parce qu'il faut raconter que c'est l'histoire c'est en fait l'odyssée d'une équipe sportive au départ qui est en partance pour les Jeux. Et donc, on avait bien les codes du sport au départ. Et ensuite, dans la deuxième partie, on bascule vers l'onirisme et là, on leur a proposé de travailler sur un aspect de créature marine dont tu parlais, Nathalie, aussi tout à l'heure, avec un aspect comme ça, comme des êtres un peu de plus sombres, plus bruts. Et donc, c'était assez passionnant de voir comment est-ce que elles-mêmes transformaient leurs pratiques sportives, compétitives, en quelque chose de beaucoup plus fragile, d'aller vers plus de fragilité. Et puis, ben, pour les chanteurs, travailler avec des athlètes, finalement, euh, ils sont eux-mêmes athlètes. Donc, comment est-ce que ces deux athlétismes se sont voilà, apportés? Comment est-ce qu'ils et très concrètement, en répétition, euh, les techniques se sont échangées. Comment rester immobile dans l'eau, travailler sur le rétropédalage pour les chanteurs, le souffle, comment est-ce que dans le jeu aussi, les chanteurs ont pu apporter aux nageuses. Euh, tout ça quand même renforcé par le contexte pré-JO et JO, qui nous a quand même, je dirais, multiplié les opportunités. Le spectacle, il a été labellisé Olympiade culturelle. Donc on a comme ça été euh, ouais, vers un mélange aussi bien dans l'équipe, voilà, entre ces deux disciplines qui se sont là aussi échangées. Enfin, puis on a découvert, comme disait Isabelle, que finalement les techniques de souffle, d'assise, cette assaise qu'ils ont tous comme ça, eh bien, ça pouvait être apparenté aux deux disciplines. Donc, hein, Et puis, si je peux ajouter, mm, euh, il y avait une grande séquence au milieu de la pièce où les chanteurs, après la tempête, se trouvaient dans une situation de noyade où on avait dit à tout le monde, ben voilà, c'est la mort, vous devez jouer en mode poisson mort, comment faire ensuite pour ressortir de l'eau, pour se déplacer. Il faut savoir que les chanteurs, ce sont des artistes assez fragiles aussi, enfin en tout cas qui font très attention à ne pas prendre froid, ne pas rester trop longtemps dans l'eau, parce que et eux aussi, ils étaient costumés et donc rapidement, on peut vraiment être dans une situation d'inconfort qui n'est pas favorable au chant. Or, les chanteurs s'intéressent d'abord
au chant, hein, ça reste vraiment une constante. Et donc, on avait besoin d'avoir ce grand nombre de nageurs et de nageuses pour ramener tout le monde vers le bord et pour créer cette idée d'une collaboration interespèces qui était au cœur aussi de la dramaturgie, où nous voulions cette rencontre entre des espèces humaines et des espèces non humaines, de la même façon que la traversée de l'océan, hein. La piscine, c'était pour nous la dimension de l'océan, hein. Peut-être comme pour tout enfant qui apprend à nager, le bord de la piscine, ça paraît le bout du monde. Eh bien, cette traversée de l'océan, elle se faisait avec ce morceau que vous avez entendu. Là, c'est un morceau enregistré, hein, et non pas celui que c'est pas les voix de nos chanteurs que vous avez entendus là, qui est un extrait de Moïse de Rossini, où les Hébreux traversent la mer Rouge qui s'ouvre devant eux pour échapper aux troupes de Pharaon. Or, nous, ce que nous voulions dire, c'est que pour réussir notre transformation, la transformation de notre monde, il ne suffisait pas de s'en remettre au ciel, mais qu'il fallait se jeter à l'eau, qu'il fallait agir soi-même, et il n'y a rien de plus agissant que finalement de traverser à la nage une piscine d'une certaine manière, mais cela, on ne peut pas y arriver seul. Et la natation avec les nageurs synchronisés nous permettait aussi de créer cette impression d'entraide interspécifique qui peut être un doux rêve ou un idéal, mais enfin que nous voulions suggérer. Voilà. Oui, merci beaucoup. Vous avez notamment, enfin, si j'ai bien compté, une dizaine d'œuvres chantées, 10 précisément dans cette pièce, avec là aussi une grande variété en termes de tonalité, mais aussi de style et d'époque. On commence par Offenbach et ça se termine par Rod Stewart. Est-ce que vous pourriez parler de la façon dont vous avez sélectionné les différents morceaux et puis pourquoi vous avez retenu ces 10 morceaux-là? Voilà, qu'est-ce qu'ils évoquent pour vous? Quel est leur lien à l'eau? Pourquoi garder ces morceaux-là pour cette œuvre en piscine? Peut-être je peux répondre, Anne, à cette question-là. Euh, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que je voulais, c'était une tempête et une traversée. Et nous avons pris comme modèle un type de construction dramatique qui a été très courant dans le passé, qui est celui du pasticcio ou du pot pourri. C'est-à-dire qu'on va prendre des morceaux qui existent déjà et éventuellement on transforme les paroles pour créer une situation nouvelle. Donc il y avait cette dimension-là. D'autre part, Anne voulait euh, quelque chose de populaire, et moi aussi. Quelque chose de populaire, ça veut dire que nous n'avons pas été chercher des raretés, même si finalement la tempête d'Alcyone, elle n'est pas ultra connue, mais pour les musicologues, c'est une des tempêtes les plus fameuses de l'histoire de la musique. Nous voulions des morceaux qui soient, entre guillemets, faciles, enfin qui puissent euh, créer de l'émotion assez rapidement, et des morceaux qui soient assez variés pour représenter une diversité de sentiments face à la question du changement climatique. C'était ça l'idée, hein. D'où un très célèbre morceau que vous connaissez sans doute tous de Purcell, le fameux air du froid, qui est un des moments enfin, le plus émouvant du spectacle, où c'est juste après la tempête, tout le monde est en mode poisson mort, hein, donc c'est-à-dire couché, sans bouger, flottant dans l'eau avec les costumes, parce qu'ils sont tous tombés, parce qu'il y a une tempête, ils sont tombés dans leur état, voilà. Et il y a une créature qui sort des eaux, qui est l'esprit du froid, qui supplie pour qu'on le laisse à nouveau geler.
Let me freeze to death. Et ça, ce sont les paroles que nous n'avons pas eu besoin de changer et que tout le monde comprend immédiatement comme un sentiment de- d'urgence et de détresse devant le réchauffement climatique. Voilà. Donc cette diversité, ce ne sont pas que des morceaux qui ont un rapport avec l'eau. Par exemple, dans Maragoni de Kurt Weill et Brecht. Alors d'accord, les paroles, c'est qui veulent le whisky bar. Alors je veux bien que ce soit de l'eau, enfin du liquide, mais ça n'a strictement aucun rapport, hein. Ça se passe dans le désert américain, c'est presque le contraire. Mais c'est la situation que nous voulions représenter de déni face au réchauffement. Donc l'eau, on y venait progressivement et on y est venu dans la deuxième version du spectacle lorsque on a tout déplacé sur un bateau en partance pour les Jeux. Bon, il y a eu deux versions dans le spectacle, hein, tout ça, ça a beaucoup évolué. Et, euh, et là, la sensualité des morceaux, comme le morceau de Léo Delibes, euh, de, le duo de l'Acmé, qui a été un des morceaux euh, chantés voilà, par deux femmes, un morceau très suave, voilà. N'a lui aussi aucun rapport avec l'eau directement, mais évoque quand même quelque chose de fluide. D'ailleurs, je crois que c'est British Airways qui avait choisi ce morceau euh, pour sa campagne de publicité, tellement c'est planant. Voilà. Et c'est vrai que je rajoute que moi, comme tu dis, j'avais envie qu'il y ait des tubes un peu. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a au Sole Mio aussi, dont on a eu l'idée de faire chaque couplet dans une langue différente et qui est vraiment très adressé au public. Voilà. J'avais envie qu'il y ait des tubes et que donc le public ait la possibilité aussi de réagir euh, entre les morceaux. Là aussi pour casser ces codes de silence, euh, comme à un concert. En fait, c'était pas forcément voulu d'avance, mais on s'est rendu compte très vite qu'en fait les gens s'enthousiasmaient pour certains. À la fin, par exemple, de O Sole Mio, c'était vraiment voilà, c'est les applaudissements, des cris. Enfin, il y a eu jusque-là, c'est allé jusque-là et c'était bien le but pour, voilà, en tout cas ce morceau-là. C'est à chaque fois qu'il y ait des émotions comme ça, très directes et que les gens aient la possibilité, et du coup le cas dans une piscine comme ça, de pouvoir réagir. C'était important, pas avec le corps. Et Sailing, c'est moi qui ai voulu. Euh, d'ailleurs, enfin, Isabelle était super d'accord aussi, mais c'était un peu comme ça, sorti de- Mais enfin, on cherchait un chant un peu universel parce qu'à la fin, il y a quand même cette idée qu'ils arrivent dans une terre plus cosmopolite, plus universelle, plus voilà, riche dans tous les sens du terme, voilà. Et après ce naufrage. Et il fallait comme un hymne. Et moi, cette chanson, elle me porte énormément depuis longtemps. Et c'est vrai que le public la reprend. Hein, souvent, le public la reprend avec les chanteurs à la fin. Euh, voilà, c'était l'idée, comme tu dis, de traverser tous ces répertoires et de l'assumer profondément. Oui, merci beaucoup. Nathalie, est-ce que tu voudrais bien nous parler également de la musique qui a été composée pour ta pièce et notamment le bruit joué par l'eau dans celle-ci, puisqu'on entend par moments l'eau qui coule, qui éclabousse, des bruits de gouttellement. Mhm. Alors, c'est vrai que je travaille avec un compositeur, hein, c'est pour dire avec qui je travaille. On l'a compté aujourd'hui depuis 37 ans, donc il y a une vraie, comment dire, une vraie familiarité. Et nous venons tous les deux je dirais, du punk et des musiques bruitistes, c'est-à-dire voilà, c'est un parcours aussi assez chaotique qui nous a amené du vacarme vers justement une approche assez fine du son et du plus petit son. Voilà, si jamais vous voulez connaître mes références absolues, il y a un groupe que j'adore, qui est un groupe allemand
donc berlinois, qui s'appelle Einstürzende Neubauten, et qui veut dire les maisons construites en déconstruction. C'est un peu, voilà, ça raconte un peu le chaos. Donc voilà, c'est pour vous dire d'où nous venons et qu'on va chercher sans cesse à enregistrer des sons réels pour en créer des musiques et que notre champ d'expérience et de recherche selon les pièces va à un endroit ou à un autre. Donc on se donne une espèce de champ comme ça, on appelle ça un ciel étoilé, il y a plein d'étoiles, mais c'est le ciel qui est sous nos yeux à ce moment-là et pas le ciel d'à côté. Et pour le coup, on a cherché à traquer tous les sons qui étaient de surface ou qui étaient de profondeur et qui parfois étaient aussi des sons rêvés. Ça fait partie de mes expériences aussi. Je déteste mettre la tête sous l'eau. Voilà, j'aime pas les bruits qu'il y a là-dessous. Je pense que j'ai très mal vécu les 9 premiers mois de ma vie, mais il y a un truc très bizarre dans cette espèce de chose un peu transformée, métamorphosée du son réel qui nous parvient quand même, mais qui est différent. Enfin bref, je déteste. Et on s'est appuyé sur ce son de l'intérieur de la profondeur de l'eau pour que le public puisse le vivre à l'extérieur, mais aussi les sons des épaves qui sont en train de bouger, la ferraille du fond de l'eau. On a aussi été chercher du côté des créatures, évidemment, réelles ou imaginaires, à la fin du spectacle, d'ailleurs, on n'entend que ça. Il y a une espèce de gouttes qui tombent et de créatures des abysses qui pleurent. Enfin, il y a quelque chose un peu terrible, un peu déchirant. Donc tous ces sons-là nous servent à créer des bandes son qu'on essaye des fois de rendre très pures, enfin très épurées, on va dire ça plutôt comme ça, et puis d'autres moments plus chargés et en essayant aussi de gérer l'écho ou la résonance qu'il peut y avoir dans une piscine, qu'on retrouve aussi dans les cathédrales, avec des fois 6 secondes d'écho qu'il faut gérer. Donc tout ce qui est rythmique est assez complexe. Donc ça fait partie des défis qu'il a fallu relever. Mais à cette recherche de musique enregistrée, c'est effectivement, je dirais, superposé le son réel. Et là, ce furent des heures et des heures de recherche en piscine. Une fois que les enfants des écoles sont partis, on avait la piscine pour nous, dans un relatif silence, et on pouvait expérimenter tout ce qu'on peut faire avec la surface de cette eau en giclette, en frappe, en remue-ménage, en jeu avec la surface et également avec la voix et le souffle. Bon, on rejoint aussi voilà, les aspects de création aussi musicale où le cri, le fait de ressortir de l'eau et de chercher son souffle. Il y a eu tout un jeu chorégraphique entre je me noie, donc je m'engloutis, je ressors, je joue avec le mouvement comme si je perdais pied et en même temps je cherche les sons voilà, qui feront mouche par rapport à ce qu'on a envie de suggérer. Voilà. Donc c'est vraiment tout un travail sur la suggestion et l'évocation, autant en musique qu'en mouvement. Oui, merci beaucoup. Euh, Moi, je regarde ces pièces en fait d'un point de vue d'éco-poéticienne, et c'est-à-dire que Mhm. quelque part j'y vois la voix de l'eau. Enfin, j'y entends aussi la voix de l'eau. Oui, Et tu vois? oui, Et ça toutes les m'amène voix. à ma Mhm. à ma prochaine question. C'est vraiment, est-ce que vous diriez toutes les trois qu'il y a des propriétés inhérentes à l'eau dans sa matérialité, qui ont facilité certains processus de création? Et du coup, est-ce que vous diriez que l'eau a vraiment eu une agentivité propre dans votre processus et finalement dans la pièce? Et est-ce que vous voyez peut-être des possibilités nouvelles aussi que l'eau aurait libérées dans la danse, dans le chant, voilà, qui sont vraiment propres à l'eau, et que on n'aurait peut-être pas vu sortir sur une scène classique sèche, hein, si je peux le dire ainsi. Je peux dire déjà du côté de la danse, enfin nous ce qu'on a traversé, c'est alors hormis le fait que c'était très très fatigant parce qu'on avait 3 heures en piscine par jour et mais après on terminait en théâtre parce qu'en fait on pouvait pas rester. Enfin, je dirais que sortir rentrer, le froid, tout ça est effectivement épuisant. Mais les heures qu'on passait en piscine nous ont permis de découvrir déjà
il y a une forme de densité. L'eau est dense, c'est pas l'air, quoi. Et vis-à-vis même du mouvement et de ce qu'elle nous oblige à faire, c'est-à-dire à pousser, à traverser avec une espèce de matérialité qui n'a rien à voir avec l'air, à densifier beaucoup le mouvement d'une manière ou d'une autre. Et même quand on sortait de cette eau, et qu'on se métamorphosait en autre chose. Il restait encore une fois une trace et une mémoire de ce qu'on avait vécu aussi vraiment dans le muscle et puis dans la manière d'aborder la séquence suivante. On ne pouvait pas en sortir avec une espèce de légèreté d'oiseau. Il y avait quelque chose qui nous retenait à la matière eau. Il y a la chose exceptionnelle qu'on a trouvée, mais qui était aussi très fatigante, c'était la chute. On ne peut pas chuter comme ça sur un plateau. C'est-à-dire, on traverse l'air à toute vitesse, on se fiche complètement de la manière dont, enfin, non, pas tout à fait, parce qu'on a fait quelques plats, mais on cherche la technique idéale pour fendre l'eau de la bonne manière. Mais en tout cas, on a une traversée de l'air, une traversée de l'espace qui est absolument exceptionnelle et un engloutissement derrière qu'on ne peut pas vivre sur un plateau. Et après, moi, je dirais que l'eau aussi résonne à nos gestes. Enfin, comment dirais-je? C'est-à-dire que sur une surface qu'on essaye d'avoir, nous en tout cas, complètement lisse et immobile au départ, la moindre contact résonne à la surface. Il y a comme une espèce d'onde de choc. Et ça, vous ne pouvez pas l'avoir ailleurs non plus. C'était un peu l'autre élément que j'avais vu. On trouble la surface. On ne peut pas troubler la surface de l'air comme ça. Et la dernière chose, évidemment, il y a le jeu de l'extérieur, comme on disait tout à l'heure, de la surface et de la profondeur. C'est-à-dire qu'on peut disparaître, on peut flotter, on peut caresser cette surface, ce qui n'est pas la même chose de l'air. Et il y a une forme d'insaisissabilité de l'eau qu'on peut maîtriser quand même. C'est très bizarre. De toute façon, l'eau est complètement ambivalente. Enfin, elle est toujours double, quoi. Donc, voilà, elle est douce, elle est cruelle, elle est... voilà, donc là où on arrivait à maîtriser cette eau, les pousser, les jeter, les giclettes. Enfin, on a vraiment, vraiment, vraiment essayé de maîtriser son côté absolument insaisissable et fluide. Mais c'est magnifique, quoi. Mm. Oui, ben, on se reconnaît là-dedans. Euh, L'eau, enfin, moi je peux parler d'un point de vue aussi. Alors là, je vais parler d'autre chose. Par exemple, il y a effectivement des critères comme ça imprévisibles en termes de mise en scène. Bon, gérer déjà, nous, donc il y a une vingtaine de personnes au plateau, enfin voilà, dans l'eau à un moment sur la tempête. Donc il y a évidemment l'aspect sécurité dont on n'a pas parlé, mais qui est évidemment la base, on va dire, hein, la base, le cadre absolu. Et alors, notamment dans cette scène de tempête, me vient des images où quelquefois, comme c'était le chaos, les noyades, ben voilà, on avait toujours un maître nageur, mais y compris moi, Isabelle, les assistants et tout, on était vraiment très très au taquet pour regarder si c'était bien du jeu. Enfin voilà, c'est tout ça en fait, c'est cette attention-là enfin, qui est passionnante et qui est aussi très, comme tu disais, très fatigante. Hein, les bruits aussi, la piscine, c'est un espace humide au-delà du fait que du bassin. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête sur les accessoires et les décors, parce que nous, on n'a pas pu non plus faire complètement sans tout ça. Il y a un moment où, en fait, il y a un déversement de déchets dans l'eau qu'on a voulu, enfin, avec cette image-là. Donc, ce sont des bouteilles en plastique voilà, qui sont comme ça au moment de la tempête, accidentellement mis dans l'eau. Donc, il y a un envahissement du bassin comme ça. Et en fait, très naïvement, on s'est dit, ben, OK, ça va donner un effet tout de suite comme ça, extraordinaire. Non, pas du tout. Il y a le courant, ça ramène tout sur les bords. Donc, il fallait en fait, chaque chanteur, chaque nageuse avait un rôle bien au-delà de son personnage dans le spectacle, de l'histoire. Ils sont à la fois techniciens, ils gèrent le plateau. Enfin, l'eau, forcément, induit ce type de compétences à acquérir. Et je dirais quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de d'inconfort
musical à chanter dans une piscine. Et voilà, un d'inconfort, voilà, de risque. Et puis pour le public, de ne pas toujours percevoir forcément les nuances musicales comme à l'opéra, mais ça, c'est justement ce qui nous intéresse. Mais l'eau, quand même, porte le son. Et à certains endroits du spectacle, il y a, comme tu parlais d'ondes, il y a vraiment, ben, notamment sur cette traversée, quelque chose d'extrêmement puissant où en fait sur des chœurs comme ça quand les chanteurs et les nageuses nagent tous ensemble et chantent il y a vraiment une portée qui est très forte. Je pense qu'Isabelle, tu ne contrediras pas là-dessus. Oui, c'est tout à fait vrai. Euh, bon, parmi les choses négatives et que l'on peut transformer d'une façon positive, il y a ce stress acoustique des chanteurs. Les chanteurs ont besoin de s'entendre les uns les autres. Or, dans une piscine, enfin, nous, on n'a pas réussi tout de suite et très rarement à faire couper le son. Donc, bravo Nathalie d'avoir réussi. Mais nous, on nous expliquait toujours que c'était absolument interdit, qu'en aucun cas on ne pourrait. Ouais. Et c'est une fois quand, à la fin d'une répétition le soir, le, le maître nageur a coupé le moteur, tout d'un coup, on a entendu le silence. Et on a compris que ce que l'on partage dans la nature, c'est le silence. Ce qui est à partager, c'est le silence. Ça n'est pas le son, c'est d'abord ça. Donc, on a ensuite construit la deuxième partie, notre deuxième scénario, vraiment sur l'idée de l'écoute. Et ça a une valeur qui est à la fois acoustique, musicale, sociale, éthique, je dirais, de l'importance de l'écoute dans le spectacle est devenue centrale. Et une autre chose que je voulais ajouter à propos de l'eau, de son agentivité, c'est vrai, elle déplace les accessoires ici ou là, mais l'eau, c'est de l'eau que des oiseaux viennent boire parfois. Et parmi les moments absolument enchanteurs et très très brefs, presque imperceptibles quand on joue en plein air, et qu'il y a un pigeon qui vient tout simplement, qui vole, qui vient boire. Est-ce qu'il vient voir ce que c'est? Que fabriquent ces humains là? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous couchés? Pourquoi il se passe plus rien? Ou tout simplement, bah, parce ils vivent leur vie sans se préoccuper de nous, ils ont soif, ils boivent. Donc ça crée des espèces d'instants d'émotion intenses euh, qui valent tous les efforts. Bon. Et puis, une autre chose que je voudrais pas oublier de dire, c'est que certes, on a joué dans le contexte des Jeux Olympiques, ça nous a permis de financer une partie de nos spectacles et tout. Et on a mis le sport et la compétition au centre du scénario deuxième mouture. Mais on a voulu aussi travailler la question de la vulnérabilité. Et l'eau nous met face à notre vulnérabilité, beaucoup plus que l'air. Dans l'air, si on est debout, on respire, il n'y a pas de problème. Dans l'eau, ce risque de la noyade, il est réel. On a aussi un chanteur qui a glissé sur la petite échelle pour sortir du bassin. Il s'est fait mal à la lèvre. Vous imaginez la veille du spectacle, il a fallu aller aux urgences. Enfin bon, tout ça. euh, et c'est ça que nous voulions finalement. On s'en est rendu compte progressivement dans la traversée de la mer Rouge. Ce qu'on voulait, c'était montrer une espèce humaine, certes en difficulté, certes vulnérable, mais capable de s'attendre, de s'arrêter. C'est pourquoi on lance à un moment une lampe tempête dans l'eau, vous l'avez vu dans le petit teaser, et cette lampe tempête figure comme la flamme olympique, mais évidemment pas du tout la flamme de la victoire, hein, mais plutôt cette flamme bah, de, de la condition écologique, pour reprendre une formule de ma collègue Julie Sermon. Voilà. Merci beaucoup à toutes les trois. J'ai encore moult questions à vous poser, mais nous avions convenu que
Nous garderions une demi-heure pour les échanges. Donc, je vais repasser la main à Ayla qui va pouvoir regarder s'il y a des questions de la part de nos auditeuristes, spectateuristes que vous souhaiteriez adresser à Nathalie, Isabelle et Ouane. Yes, as I said, you have two ways to ask a question. You can use the reactions at the bottom of your screen to raise your hand, or you can just type the question into the chat and I'll relay it for you. So we have a first question from Anna. Yes, thank you. It was absolutely fascinating to listen to all of you. So my question is that sort of the first thing that seems really striking about going to a opera in a public pool or to a dance piece in a public pool is this bridging of what is usually considered sort of high art and then low art. And I'm wondering if this is part of the artistic intention. So did you just go to the pool because it's easier than sort of bringing water into theaters? Or did you really want to go to places where people may have, never stepped foot at the opera? And I'm going to abuse by asking a second and very related question is, can you talk a little bit more about your collaborations with local communities? I know that was quite present in Singing in the Pool. And then Isla showed me a amazing video where Natalie's company actually did a street performance involving water and dance. So this desire to make art accessible and participatory, is this really a deep part of your artistic desire? Oui, ben, je peux commencer. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, l'idée, c'est d'amener l'opéra là où, à d'autres heures, dans d'autres lieux et dans des lieux comme ça, justement, très, très triviaux. Enfin, voilà, très. Donc oui, oui, et on n'est jamais tant heureux que justement quand on joue dans des piscines. On a beaucoup joué en Seine-Saint-Denis, dans des piscines qui sont dans les cités, enfin voilà, et où on amène effectivement bah, la beauté, en fait, l'art des émotions. Euh, et en fait, je dirais que c'est l'inverse presque de Nathalie, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est la surprise. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer parmi le gros rouleau de Lindo, sans lumière. On a juste enlevé les lindows et on voit un peu les maîtres nageurs sur le côté. Et c'est d'amener en fait la fiction à un endroit qui n'est pas attendu. Qui n'est pas attendu, c'est de cueillir, voilà, en fait, les personnes qui viennent deviennent spectateurs parce qu'elles elles voient, euh, il y a tout un travail de médiation aussi on n'a pas eu le temps de parler, mais où on a organisé comme ça avec des étudiants en art du spectacle, des bords-bassins, pour voilà, amener le public aussi à s'entendre. Mais c'est vrai que les silences qui quelquefois sont après le spectacle, comme ça, quand on veut, ça nous est arrivé de faire justement des bords-bassins, des questions-réponses, et en fait les gens sont surtout dans l'émotion. Mais ont pas forcément les mots, voilà, mais ça, oui, c'est très important. Et puis, tu parlais du travail d'atelier, je crois, voilà, qu'on a mené notamment avec la ville de Villepinte en amont, où en fait l'idée était d'inclure sur une représentation, sur deux moments comme ça du spectacle, avec des ateliers en amont de chant dans l'eau, de danse dans l'eau, d'éveil à la natation artistique, les spectateurs dans le spectacle, oui. Mm. Si je peux ajouter, Oui. on a fait aussi un atelier avec des étudiants sur un semestre entier. Et là, le défi était de créer des masques. euh, de créer des masques, voilà, c'était un peu une plaisanterie au départ. Puisqu'on a des masques quand on va dans l'eau, eh bien, on va créer des masques comme des masques de théâtre. Donc, nous sommes allés
à Venise, chez un facteur de masques très connu, hein, nous avons créé des masques pour des créatures aquatiques, des costumes, et tout ça devait pouvoir résister à l'eau. Euh, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais notre ambition aussi, c'était d'avoir des costumes éco-responsables qui soient pas polluants pour la planète. Cette dimension-là était difficile à réaliser pour tout ce qui est matériel de natation, masques, enfin tout ce qui est plastique, néoprène, etc. Hein, ça, c'était pas évident, mais il y a des matériaux biosourcés auxquels on pourrait faire appel. Voilà. Et le côté mélange des publics était absolument déterminant dans notre esprit, d'autant que au départ, ce que nous voulions, c'était commencer le spectacle alors que les usagers de la piscine étaient là. Et puis, ça n'a pas été possible pour des raisons de sécurité. On nous a obligés à passer d'un mode immersif à un mode spectacle, ce qui nous a permis de travailler la séquence de la tempête, qui par exemple n'aurait pas été envisageable parce que c'était dangereux. Et parmi les choses qu'il a fallu créer, c'est une tempête artificielle sans rien d'autre que la force musculaire des choristes, des chanteurs, enfin pour agiter tout un bassin et faire comme si le bassin se soulevait. Je vous assure que ça demande un petit peu d'énergie. Donc ça n'était pas possible avec un public autour. Mais euh, la- euh, sauf une fois où ça n'a pas été possible, toujours nous avons joué avec le public euh, qui ensuite pouvait aller se baigner. Et donc c'est en quelque sorte un ticket, si j'ose dire, spectacle plus euh, séquence en piscine. Et ça plaît beaucoup à certains publics. Les familles viennent aussi pour ça. Euh, et c'est très excitant de voir les très très jeunes qui écoutent cette musique, très très jeunes enfants, 3-4 ans, qui écoutent cette musique et qui ensuite se ruent dès qu'on 5 minutes après, il faut qu'on ait tout dégagé pour que les nageurs puissent aller plonger dans le bassin. Et bon, ça fait partie de la dimension populaire que nous voulions dans ce spectacle. Ok. Euh, je peux essayer aussi de répondre à mon endroit. Alors, peut-être je vais élargir un tout petit peu autour du travail de la compagnie, puisque, comme je vous l'expliquais, je viens d'un mouvement un peu punk. Donc, en fait, on n'a pas forcément. Enfin, je ne viens pas des conservatoires nationaux supérieurs, ni de l'Opéra de Paris, ni tous ces trucs-là. Donc, en fait, j'ai un parcours qui m'a amené dès le début à être dehors et dedans et à faire des performances dans les ascenseurs, à accueillir les gens là où ils ne nous attendaient pas, etc., etc. Alors c'était à la fois complètement fou et militant. Enfin, non, c'était d'abord fou. Et après, quand j'ai été organisée en compagnie, c'est devenu militant. C'est-à-dire que s'il y a bien un art, enfin je pense, hein, mais il n'y a pas que celui-là, mais ce qui a besoin effectivement de démocratisation, d'être vu, enfin, parce qu'il touche au corps et que le corps s'absente de plus en plus actuellement, c'est bien la danse et en particulier la danse contemporaine qui plus est une danse de création et avec une variété de styles exceptionnelle. Donc enfin, mon passé d'artiste un peu punk m'a amené à créer des pièces, non pas, je dirais, enfin, à les penser et à les penser de suite dans un certain format. Parfois, c'est des pièces de 4 minutes 33 parce que au-delà, ça tient pas la route. Et en même temps, pour des formats et pour des espaces qui leur conviennent. Donc, il y a des choses qui sont pensées pour l'extérieur depuis les années 2000 et qui sont pensés pour l'intérieur également. Donc le va-et-vient entre le dehors et le dedans, l'espace urbain ou l'espace, on va dire, plus bucolique ou plus naturel, il est permanent. Et en fait, je procède un peu comme une espèce de tête chercheuse qui a envie aussi d'un univers, enfin de frotter la danse à des univers réels qui ne sont pas les théâtres. Et puis, une de mes passions, enfin, je pense que je suis
ça rejoint l'idée du gothique. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le fantastique, l'étrange, tout ce qui est à la marge, et tout ce qui est, qui relève de la nuit aussi, c'est-à-dire et de nos peurs. On va dire ça comme ça. Donc on n'est pas loin effectivement du gothique sur cette question-là. Donc même si je peux être très solaire au travers des balles que je peux organiser ou des cabarets et du lien qu'on tisse avec le public tout au long d'une année, on a environ, ben, pour vous dire, ça résume tout, mais entre 800 et 1000 heures d'action culturelle par an. Donc, dans tous les domaines possibles avec tous les publics. Je cultive deux choses, c'est-à-dire le côté solaire et le côté obscur de la force. Et je pense que la mémoire de l'eau fait partie aussi de ce côté un peu obscur, enfin en tout cas, qui peut remuer des choses pas toujours agréables, mais qui aussi transforme le monde et les lieux dans lesquels on se trouve. Et notre but, et il a été souvent atteint, était de mélanger les publics. C'est-à-dire que venaient à la piscine des spectateurs de théâtre qui n'avaient absolument pas l'habitude de voir des choses comme ça in situ et qui s'en canaillaient un peu. Et puis venaient retrouver leur piscine, les usagers de la piscine qui la redécouvraient autrement. Et en fait, ce mélange des genres et des mondes, c'était vraiment ce qui était souhaité par les directeurs de piscine. On a été très, très aidés par les directeurs, en fait, à chaque fois, et par les directeurs de salles qui, du coup, s'acoquinaient pour l'occasion. Et voilà, donc c'était inhérent aux piscines, hein, parce qu'après, quand on est dans la rue, effectivement, avec d'autres pièces qui surgissent comme ça pour un public non convoqué, c'est encore une autre histoire, enfin, qui se lie avec le public. Voilà. We have a very interesting question from Claire D, which you can read in the chat in French and English. Thank you to all the people who have written their questions in two languages. The question is, in a text we studied, the author Malady Dew highlighted the idea that we must get out of our very down-to-earth conceptions of things, get out of our modes of thought with verticality, a horizon, a ground beneath our feet, and think more fluidly, to invent a new language. This is to everybody. Would you say that your creation also encourages you to change your view of the world, your way of seeing things, that being so close to water almost every day has changed the way you see things? Moi, je dirais que ça ralentit, enfin déjà, ça ralentit. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'entourent aujourd'hui qui ralentissent ma vie et la manière de voir le monde. Donc ça confine à la méditation et à enfin, la présence de l'eau à quelque chose, enfin, quand elle est calme, qui, qui nous amène à une forme de méditation, à une forme d'observation. Euh, à la fois aiguë et sereine. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Enfin, ça nous amène oui, à voir le monde un peu autrement. Enfin, à le voir aussi peut-être en profondeur. Enfin, Bachelard disait un truc, enfin, je le retrouve juste, mais il disait euh, ce n'est pas l'infini que je trouve dans les eaux, c'est la profondeur. Voilà. Et moi, je trouve que c'est vraiment juste ce que l'eau amène à force de l'étudier, euh, comment elle transforme le regard sur le reste du monde, quoi. Voilà, c'est ça aussi ce que je peux dire. Euh, et ça amène à une forme de contemplation aussi, qu'on peut retrouver à plein d'autres endroits de la journée ou de la vie. Mm. Ce qui me frappe aussi, c'est dans un des commentaires dans le chat, le caractère imprédictible. En fait, l'eau nous oblige à travailler avec l'instabilité et donc nous oblige à nous adapter en permanence. Rien n'est jamais stable dans l'eau. Et c'est le propre même de la vie que d'être toujours en mouvement. Et cette instabilité, on en vient euh, à jouer avec, à la chérir aussi, même si elle est parfois source de difficultés techniques, matérielles, de toutes sortes. Et
à accepter cette condition. Moi aussi, je dirais qu'il y a quelque chose, je dirais pas méditatif, mais peut-être de spirituel là-dedans, de travailler avec cette instabilité et d'y consentir. Voilà. Well, I think we only really have time for one more. Although, Ati, Hanika, I'm going to try to put a piece of your question into Hannah Black's question. So, Hannah Black's question: how do you engage with the elements of risk and unpredictability that come with performing in a pool environment, such as the movement of the water, the physical constraints it imposes on the body, and the close proximity of the audience? And indeed, to bring in Ati's question, how did you position the audience? How did you move the audience in your pieces? Alors, peut-être je peux répondre en vitesse. Vas-y. Pour Singing in the Pool, ben, on est allé dans la piscine que je fréquente, qui est à côté de chez moi, la piscine de la Butte aux Cailles, qui a l'avantage de présenter deux bassins. Un bassin extérieur, entouré de murs et de de sièges où le public peut un peu s'asseoir, et un bassin intérieur, de sorte que et puis un solarium qui permet aussi d'avoir une vue plongeante sur le spectacle depuis la terrasse. Donc voilà. Mais c'est Anne qui s'est occupée de trouver des piscines et ça n'est pas toujours facile. Nous n'avons pas eu la chance, comme Nathalie, d'avoir une piscine pendant des années. Nous avons plutôt souffert d'un des temps de répétition extrêmement contraints par la disponibilité de la piscine, quelle qu'elle soit. C'est toujours, une fois que les usagers, les collégiens, les écoliers sont partis, les clubs, et donc ça laisse très très peu de temps pour répéter. Et donc ça oblige à répéter en partie à l'extérieur, à sec, et il faut être extrêmement rapide pour travailler dans l'eau. Voilà. Oui, exactement. Et puis aussi, moi, j'avais à cœur de travailler avec, au départ, même avec les équipes. En fait, l'idée de l'efficacité maximum et de la rapidité, elle était là finalement dès le départ. On s'en est accommodé, mais même plus que ça, c'est que ça nous a porté en fait, je crois. Ça nous a aidé comme ça fédérer tout de suite. Après, évidemment, le côté sécuritaire aussi, le côté, enfin, moi je sais qu'au départ j'avais une extrême prudence avec l'équipe dès lors qu'ils étaient dans l'eau. Et c'est venu, en fait, surtout d'eux aussi, le fait de dépasser les limites, parce que j'étais obsédée par la sécurité, par le fait qu'il n'est pas froid, voilà. Et du coup, au départ, ça a un peu limité les choses. Et puis après, on se libère complètement de ça, parce qu'on forme une équipe. Euh, pour la suite, moi, je travaillerai plus comme ça. J'ai à cœur maintenant d'avoir des créneaux parce que j'ai envie de continuer dans l'eau, mais d'avoir des créneaux, voilà, de faire des. Mais pour ce projet-là, ça a vraiment, je crois, fait partie de la réussite de la chose. Et aussi le fait de s'adapter à chaque piscine, euh, aussi bien en termes de ressources humaines qu'en termes évidemment d'espace, de son, de où se place le public. Tout n'est pas à refaire à chaque fois, mais il y a quand même beaucoup de lignes qui bougent, beaucoup à chaque espace. On a joué dans des piscines olympiques où tout d'un coup l'équipe artistique était comme perdue et ça jouait énormément. Et puis on a joué dans des conditions idéales. Par exemple, je pense à Drancy où euh, la, la- la coupole est historique, on avait des lumières dans le bassin, on était reçus, voilà. C'est l'intérêt aussi, quoi, c'est de pouvoir. On a joué en extérieur dans des endroits comme ça, très ouverts où le son était très compliqué, mais où d'autres choses jouaient. Donc oui, c'est tout l'intérêt, ouais. Mm. De notre côté, nous, en fait, ça répond aussi à une autre question que j'ai vue sur le chat. C'est vrai que c'est beaucoup plus maîtrisable l'eau en piscine que dehors parce que en fait d'abord moi qui ai fait beaucoup de piscines, il y a
plusieurs types de piscines, mais on les retrouve quotidiennement, on les retrouve à chaque fois. C'est-à-dire, on a la piscine soviétique qui est toute carrée. Enfin, j'appelle ça soviétique parce qu'elle est vraiment. Il y a un grand bassin, il y a un bassin pour faire des longueurs, puis il y a un autre bassin carré d'apprentissage, puis il y a une espèce de passerelle entre les deux, et puis c'est tout comme ça. Il y a des piscines plus récentes où il y a un bassin pour faire des longueurs et un autre qu'on appelle le bassin ludique, qui est beaucoup plus rond avec des petites plantes partout. Et puis, il y a des bassins d'extérieur, mais à chaque fois, le sol, on sait où il est. Il y a pas de, l'eau n'est pas troublée. Les dimensions, on les repère, on les reconnaît, même si on s'adapte à chaque fois, parce qu'effectivement, on a une adaptation. Et puis même la différence entre le bord et l'eau, on s'est toujours adapté un peu à ça. Celles qui sont à fleur, celles qui ont une différence. Si on enlève la filtration, whoop, des fois, il y a de l'eau qui descend. Enfin bref, il y a tout plein de choses comme ça. Mais c'est extrêmement facile au bout d'un moment. Techniquement, c'est fait pour nous. Le bord d'océan, c'est une catastrophe. Il faut calculer avec les marées. C'est-à-dire qu'au moment où vous démarrez de démarrer le spectacle, il faut savoir où la mer se trouve. Est-ce qu'elle monte? Est-ce qu'elle descend? Pour calculer le premier rang de spectateurs. Si par hasard, et ça nous est arrivé, on a fait une générale, le lendemain, il y avait la tempête, une vraie tempête. On a pu retrouver nos marques. Tout était bouleversé, toute la plage avait changé. Et donc aussi la profondeur de la plage, les accidents du sable. Enfin, c'est très 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 complexe en fait les éléments. Les éléments qui ne sont pas maîtrisés par l'homme sont beaucoup plus difficiles du coup, à être stable le jour d'une représentation. Donc ça a été complexe en extérieur et parfois aussi parce on était en journée et on choisissait le jour de travailler le jour en extérieur pour jouer aussi avec le paysage, alors que nous sommes la nuit en piscine parce qu'on convoque effectivement d'autres images plus nocturnes et plus étranges, quoi. Voilà. Mais je n'ai jamais été inquiète en piscine. Et il y a toujours les maîtres nageurs, le public, même s'il déambule, parce que nous, on a une version en fixe, une version avec déplacement du public s'il y a deux bassins. Et de fait, il y a des assises prévues à chaque fois, il y a un guide, on- et puis on crée un silence. De toute façon, on crée suffisamment de bizarreries et d'étrangeté pour que le public se taise du début à la fin. Enfin, voilà, c'est curieux pour lui, je pense. Il me semble que nous avions des petites contraintes nous obligeant à terminer à -5. Donc, bien, on va clôturer. Et vraiment, je tiens à vous remercier, Isabelle, Anne, Nathalie, de ces échanges absolument passionnants. Et je suis sûre que vous avez donné envie à beaucoup de personnes de voir ou de revoir ces pièges. J'espère que vous pourrez continuer à les jouer et vraiment à voir en live. Merci beaucoup, beaucoup et bonne soirée. Merci à Ayla et merci à Anna aussi pour l'organisation et l'appui à la technique. Merci à vous tous. Ouais, Toutes. merci, à Merci bientôt. beaucoup.